Donc du coup, on parlait juste avant de la diversité des mouvements. En fait, c'est que en termes de santé, finalement, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan Oui. du mouvement, que ce soit sur le plan de la vie quotidienne, finalement, c'est la diversité qui amène de la santé. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est la phrase qu'on a intégrée dans le e-book, c'est le mouvement, c'est la vie. Voilà. Et on l'a mis au singulier, mais moi j'aurais voulu le mettre limite au pluriel, parce que quand on parle de mouvement, c'est ça, c'est un mouvement autant physique qu'un mouvement dans l'alimentation, qu'un mouvement dans la santé, c'est un mouvement de vie en fait. Ouais. Donc ouais, derrière, ça implique plein de choses, quoi. C'est ça qui est super intéressant. Ouais. Donc on va en profiter vu que tu évoques le e-book. Donc, ah oui. Donc du coup, tu es Lauriane Martini, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Donc là, on se trouve dans un lieu qui s'appelle Bulle de Vie. Oui. Et où tu interviens, donc ça on va en parler un petit peu après. Mais donc moi je t'ai contacté du coup Lauriane parce que tu as coécrit avec Claire Sistac, ouais. C'est ça, le livre donc Endométriose et mouvement, ouais. ou Mouvement et endométriose. C'est ça, Endométriose et mouvement. Endométriose et mouvement, donc qui est un e-book qui est disponible sur le site de Claire, ouais. je crois. Que moi j'ai acheté juste hier avant de venir te voir quand même pour pouvoir un peu voir ce que tu avais mis dans ce livre et voilà. Donc en l'occurrence c'est un livre qui est destiné aux femmes atteintes d'endométriose et qui peut leur donner des pistes vraiment très intéressantes au quotidien de mouvements effectués selon certaines douleurs, selon certains symptômes. Est-ce que tu peux en parler du coup un peu de ce livre? Ouais. En fait, on a voulu écrire ce e-book avec Claire dans l'idée que les femmes aient un outil d'autonomie dont elles puissent se servir chaque jour pour permettre à leur corps en fait, de se réapproprier leur corps. Voilà. Parce que dans le cadre de l'endométriose, les femmes perdent toute connexion avec leur corps. Et il est très difficile pour une femme de se réapproprier son corps de façon positive. En règle générale, sans parler d'endométriose, c'est déjà compliqué pour certaines femmes de juste être en accord avec son corps. Mais alors, dans le cadre d'une endométriose, en plus, c'est une montagne. Nous, en fait, on a voulu proposer cet outil justement pour proposer des exercices très simples, très accessibles, de respiration, d'étirement et de mobilité pour les femmes atteintes d'endométriose à différents niveaux. C'est vraiment accessible à tout le monde et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, même si une femme se retrouve avec d'énormes douleurs, elle peut faire des exercices puisqu'on a adapté les exercices en fonction de chaque niveau de douleur. Voilà, j'ai vu que c'était classé même par état de fatigue dans la journée, le symptôme, l'intensité. Et il y a une grille d'ailleurs, avant de faire les exercices, j'ai vu que vous aviez fait une auto-évaluation. D'auto-évaluation, on a 2 échelles d'auto-évaluation. Alors ça reste symbolique, il y a rien de, c'est pas du tout un outil médical, c'est quelque chose qu'on a voulu de très simple, mais c'est justement pour pouvoir permettre aux femmes de s'auto-évaluer, de savoir comment est-ce qu'elles se sentent au niveau des douleurs physiques et au niveau de leur niveau moral aussi. Et à partir de là, en fonction de la couleur et du numéro, du petit bonhomme qui fait la tête ou qui fait un sourire, elles peuvent choisir chaque exercice. Voilà. Okay. Donc c'est adapté. Je pense que c'est assez accessible et jusqu'à maintenant, on a plutôt eu des bons retours. Du coup, ça fait combien de temps que le livre est sorti maintenant? Il est sorti le 8 mars 2020. D'accord, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc tu as 1 an de recul sur... Tu as eu des personnes, des femmes qui t'ont écrit, qui t'ont envoyé notamment des retours. Super. On a vraiment pu prendre ce recul. En plus, on l'a sorti. Bon, alors voilà, 8 mars, c'est symbolique, c'est Journée de la femme. Mais au-delà de ça, c'est surtout que c'est le mois de prévention autour de l'endométriose. Et nous, c'était hyper important de pouvoir le sortir à ce moment-là. Et là, cette année de recul, elle nous a permis justement de tester les exercices en direct avec les personnes que l'on accompagne respectivement, Claire et moi. Donc là, au mois de mars 2021, du coup,
Ouais, on a plus de, là, on a plus de recul. Voilà. Et Génial. maintenant, on peut voir ce qui fonctionne moins. En fait, tous les exercices qu'on a choisis sont... Objectivement, je pense que tous les exercices sont bons puisqu'on les a réfléchis dans ce sens-là. C'est juste que là, on a vraiment pu voir dans nos divers ateliers collectifs ou accompagnements individuels qu'il y a des exercices plus que d'autres qui sont plus efficaces. Ouais. Voilà. Ok. Et qui sont préférés aussi des participantes. Et peut-être plus simple, tu me disais aussi avant qu'on lance la caméra, en effet, qui peuvent s'approprier, se faire plus facilement à la maison. Ouais. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. C'est qu'on a aussi pu voir que certains exercices. Alors c'est vrai que nous, on est dans le corps avec Claire depuis quelques années, donc forcément le corps, on l'appréhende tous les jours. Donc on va dire que c'est un langage courant pour nous. Mais là, le e-book, justement, il doit être accessible à des personnes qui n'ont pas ce langage-là et qui doivent justement comprendre. Et il y a peut-être 1 ou 2 exercices qui ne sont pas forcément très simples d'accès. Ouais, parce qu'on reste sur quelque chose de figé, une photo finalement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas une vidéo où on voit le mouvement complet. Et donc, voilà. Mais bon, ça reste, je pense que ça reste accessible en règle générale. Voilà, il y aura une version plus améliorée dans peu de temps, enfin dans quelques mois. Ouais, du coup j'en profite pour ajouter qu'en fait c'est en partenariat aussi avec l'association Endo-France que vous reversez du coup avec Claire 2 € par vente à l'association. Et donc voilà, par rapport à la vidéo que je fais, que je vais te donner aussi, la vidéo, je vais te la passer et je mettrai le lien du coup vers le site de Claire pour que les personnes, si elles voient, qui sont intéressées, qu'elles veulent soutenir ton travail et Endo-France, du coup voilà, elles pourront le faire. Ce dont on parlait aussi avant qu'on lance la caméra, c'est que l'année dernière, pendant le confinement, tu as proposé du coup des ateliers en ligne. Oui. Alors c'était aussi à l'occasion du mois de mars. Oui. Ok. C'est ça. Et tu me disais donc ces ateliers, tu les as proposés pareil en partenariat avec Endo-France. C'est ça. Et que tu avais à cœur qu'il y ait un suivi derrière. Parce que souvent il y a beaucoup de choses qui sont faites au mois de mars. Donc on fait beaucoup d'événements, des rencontres virtuelles parce que c'était le confinement. Et après, finalement, il n'y a plus de suivi. Ça s'essouffle. Voilà. Et donc tu as monté, alors je ne sais pas si on peut parler de collectif, en tout cas avec 3 autres personnes, un groupe Facebook sur lequel on peut s'inscrire des femmes à endométriose pour pouvoir continuer à faire des ateliers en direct avec toi. Oui. Est-ce que tu peux en parler, ces ateliers? Effectivement, ça s'est fait dans le cadre à la suite des ateliers avec Endo-France où j'ai dû avoir, je ne sais pas, 50, 70 inscrites par atelier. Ouais. Et j'ai trouvé ça énorme et je me suis dit, mais c'est qu'il y a une demande en fait. Et donc à partir de là, je me suis dit, c'est trop bête d'avoir ces femmes juste pour 4 ateliers et ensuite, ciao. De les laisser dans la nature finalement. Ouais, après, je suis très mauvaise commerciale, donc je parlais du e-book, mais j'ai pas non plus envie de faire de la force de vente en disant achetez le e-book. Et puis c'est surtout que je pense qu'au-delà du e-book, les personnes ont besoin d'avoir du contact. Un vrai contact. Un vrai contact. Ouais. Alors qu'il soit visio ou physique, ça reste un contact. Et voilà, résultat, je me suis dit, on va ouvrir un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Un temps pour soi, et qui était le titre des ateliers que j'avais proposés à Endo-France. Et ça permettra de faire un suivi, de proposer des ateliers, de proposer autre chose que ce que moi je propose. Ouais. On va dire une offre un petit peu plus enrichissante. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus donc, des ateliers où il y a des mouvements, enfin voilà, des exercices corporels. Il est aussi proposé de la sophrologie, c'est ça? C'est ça. Et un espace d'écoute. Oui, on a développé un café, une sorte de cercle de parole. Ouais. Voilà, cercle de parole. On a développé des cours de sophro, des cours de yoga nidra et les cours endo et mouvement que je propose toujours.
Voilà, ok. Donc Voilà. c'est quand même hyper complet. Et donc tu me disais que peu importe si les personnes te suivent déjà depuis longtemps ou passent par EndoFrance ou pas, finalement elles peuvent aussi intégrer ce groupe oui, bien sûr. sur Ça me demande. Donc. Oui, alors c'est vrai que moi je ne suis pas forcément une hyper fan et une hyper assidue des réseaux sociaux. Donc moins j'en fais, mieux je me porte. Donc là, j'ai un peu tout mis sur un groupe privé en me disant ça va se faire de lui-même. Et bon, bien sûr, non. Il faut faire un petit peu de com de temps en temps. Donc, j'ai parlé du groupe sur Instagram pour rameuter après des gens sur le groupe privé. En fait, le groupe privé, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est sur Facebook et voilà, moi, tout le monde ne veut pas. Ouais. Voilà, tout le monde ne veut pas forcément avoir Facebook et je suis la première à comprendre. Mais c'est vrai que je l'ai fait pour une simplification de l'information et pour que justement tout le monde ait la même information dans une page. C'est vrai que pour ça, c'est pratique. Ouais. Maintenant, il y a un autre moyen, c'est que moi, j'ai une newsletter sur mon site internet. Ok, super. Et les personnes peuvent s'inscrire sur ma newsletter. Et là, pas besoin d'avoir Facebook. J'envoie les infos. Génial. Ça, je vais me le noter du coup. Voilà. De te mettre vers le lien, tu me donneras ça. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est plus simple. Et après, oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent venir, qu'elles soient EndoFrance, EndoMind, je sais pas quoi, n'importe quelle association, je m'en fiche. Ouais. C'est juste que je limite les cours à une quinzaine de personnes pour un meilleur suivi. Voilà, mais sinon... c'est ouvert à tout le monde, c'est en don libre à partir de 2 €. Ouais. Donc je pense que c'est accessible. Ouais. Voilà. Super. En tout cas, donc, je mettrai le lien du groupe Facebook et de ta newsletter. Ok. Donc pour que les personnes, si elles sont intéressées, en tout cas, voilà, elles puissent te contacter et s'inscrire directement. Peut-être revenir, donc, parce que je ne fais pas trop dans l'ordre là, sur ton parcours en fait. Est-ce que tu peux un peu nous parler, donc tu as un diplôme d'état dans le sport du coup, et après tu as fait aussi d'autres formations, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours aussi? Ouais, alors moi j'ai eu mon premier diplôme dans le sport il y a 6 ans, un truc comme ça. Et suite à ça, j'ai voulu donc un diplôme basique de sport, d'éducateur sportif avec jeunesse et sport et tout. Mais moi, j'ai voulu très vite aller vraiment vers le côté sport-santé. Ouais. Donc après avoir fait toutes mes certifications en pilates, je me suis dirigée vers l'université pour passer un diplôme universitaire en sport-santé. Dans lequel justement était proposée une formation en éducation thérapeutique du patient. Okay. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir justement faire de l'ETP pour accompagner des personnes qui avaient tout type de pathologie, donc que ce soit cancer, diabète, obésité, endométriose, mais à l'époque, je ne travaillais pas sur l'endométriose, mais aujourd'hui, ça a du sens. Et en fait, alors il s'avère que l'idée du e-book vient d'ailleurs de cette envie de créer un programme ETP. Parce que moi, je voulais créer un programme ETP avec un hôpital. Alors, ETP, est-ce que tu peux développer? Éducation thérapeutique du patient. Ah, ok. Pardon. Voilà. Et en fait, j'ai voulu... j'ai eu beaucoup d'ambition à ce moment-là, beaucoup d'espoir de me dire oui, je vais monter un programme en éducation thérapeutique du patient avec un hôpital. Et en fait, ça se passe pas comme ça dans la vie. Voilà. Quand t'es pas médecin, ça marche pas. T'as beau être formé en éducation thérapeutique du patient, si t'es pas médecin ou si t'as pas une équipe médicale avec toi, voilà, ça sert à rien, quoi. Ouais, ou alors, voilà, faut être en lien avec des médecins qui sont ouverts au projet, voilà. qui faut déjà être en lien, voilà. Et donc je me suis très vite aperçue que ça allait être un énorme parcours du combattant, et pourtant j'avais déjà participé à un programme ETP pour accompagner des personnes atteintes de VIH avec l'association AIDE. Elle rentre. Et sur le VIH du coup. Donc, tu disais. J'avais participé à un programme ETP pour accompagner des personnes atteintes de VIH avec l'Hôtel Dieu à Paris. D'accord.
Voilà, et c'était trop bien. Et donc j'ai voulu faire ça pour les femmes atteintes d'endométriose quand j'ai commencé à vraiment travailler plus sérieusement autour de cette pathologie. Ouais, parce que du coup, tu avais une demande, tu avais des personnes personnellement qui venaient te voir avec cette pathologie ou, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont faites de façon en même temps assez fluide et en même temps, j'ai envie de dire, de synchronicité ou de coïncidence ou de hasard, on l'appelle comme on veut. Mais il y a pas mal de choses qui se sont regroupées et qui ont fait que je me suis spécialisée, on va dire, en endométriose dans mon corps de métier. Voilà. Il s'avère que, en fait, alors moi, je ne suis pas atteinte d'endométriose, mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont, et notamment une de mes très bonnes amies qui a découvert son endométriose il y a 2-3 ans, après 13 ans d'errance thérapeutique. Ouais, énorme. Voilà. Sachant que l'endométriose, c'est 7 ans en moyenne d'errance thérapeutique. Donc là, on était quand même sur un truc costaud. Et endométriose profonde pour elle. Sinon, c'est pas marrant. Et donc, voilà, j'ai vu son parcours du combattant. À ce moment-là, je me suis beaucoup renseignée sur cette pathologie. Et il s'avère que, comme les choses n'arrivent jamais par hasard, en même temps qu'elle était atteinte d'endométriose, je me suis rendu compte que plusieurs personnes autour de moi l'étaient. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me renseigner et où j'ai rencontré Claire. D'accord. En fait, les choses se sont faites simplement. Ça a été des enchaînements d'évidence. Ouais. Ça, c'est assez magique. Ouais, mais c'était vraiment ça, quoi. Je ne sais pas si j'étais prédestinée à me diriger vers cette pathologie, mais moi, c'est vrai que j'adore travailler avec les femmes, en règle générale. Voilà, c'est... Alors, il s'avère que moi, dans mon cas personnellement, j'ai eu un stérilet pendant 9 mois. Et j'ai souffert le martyre. Mais vraiment, comme j'ai rarement souffert, j'ai cru que j'avais une endométriose à ce moment-là. J'ai fait une échographie, j'ai pas fait un IRM, j'ai fait une échographie qui a été négative. Et vraiment là, j'ai eu l'impression en fait d'être un peu dans la peau. D'accord. Dans la peau de ces femmes pendant 9 mois. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible. c'est pas possible de vivre ça tous les jours, toute ta vie. Donc, vraiment, ça m'a fait un électrochoc, quoi, aussi. Ouais, cette expérience-là a confirmé un peu, et c'était un peu vraiment la goutte d'eau, je veux dire, qui finit remplir le vase, qui te dit, bon, ok, je vais m'engager vraiment pour accompagner. Oui. Et voilà, après, moi, j'ai plus de stérilet, et j'en suis débarrassée, et j'ai plus de douleur à proprement parler, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai. Hein. Non, c'est au contraire. Les femmes ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les comprenne, parce que cette maladie, elle est très mystérieuse, quoi, quand même. Oui, c'est ça. Donc toi, par rapport aux accompagnements que tu proposes, donc tu reçois donc ici à l'espace Bulle de Vie, donc là on est à c'est Tournefeuille en fait ici ou l'Ardenne. L'Ardenne, ouais. Ok. L'Ardenne, donc qui est à l'Ardenne, tu reçois donc pour de l'hypnose ici surtout, c'est ça. Et après tu te rends aussi à domicile. Oui. Chez les personnes directement en vélo. Oui. C'est ça. En vélo, ouais. C'est marrant, donc voilà, une cycliste supplémentaire. Moi je suis à pied à Bourse Projet, mais il y a 3 ans c'était à vélo. Donc génial. Est-ce que tu peux parler un peu de ces accompagnements? Parce que donc, tu me disais que c'est quand même très adapté. Tu as un peu une structure finalement dans tes séances, que ce soit dans le mouvement ou dans l'hypnose, mais voilà, c'est toujours adapté. Donc est-ce que tu peux parler un peu, si quelqu'un vient te voir, qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors déjà, forcément, je vais beaucoup échanger avec la personne, en sachant que les femmes qui ont de l'endométriose ont besoin de parler. Donc forcément, il va y avoir tout un aspect d'échange qui va être hyper important. Et ça va être à travers cet échange que je vais pouvoir définir un peu ce qui va lui convenir le mieux.
Ça peut être une séance d'hypnose, mais ce n'est pas forcément obligé que ce soit une séance d'hypnose. Ça peut être une séance de mouvement, ça peut être une séance de stretch, une séance de respiration. Okay. Ça peut être plein de choses en fait. Il peut y avoir beaucoup de choses qu'on peut proposer en une séance. Bon, après, l'idée, c'est pas non plus de trop en proposer, au moins que la personne ressorte avec, avec le sentiment d'avoir quand même fait quelque chose qui lui a apporté et pas un trop-plein de trop d'informations. Ouais, avec plusieurs techniques combinées finalement qui seraient peut-être un peu cohérentes. trop. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Oui. Okay. Mais là, voilà, l'idée, c'est d'échanger avec la personne, de voir ce qui lui conviendrait le mieux. Et à part les séances d'hypnose que je prépare, les séances de mouvement, je les prépare rarement parce que, disons que je ne peux pas dire que je suis une experte dans mon domaine, je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais disons que maintenant, avec les quelques années de recul que j'ai par rapport à mon métier, disons que je sais à peu près ce que je peux leur faire dans une première séance par rapport à ce qu'elles me disent. Et en fait, c'est surtout lors de cet entretien que moi, je vais en fait créer ma séance. Ouais, voilà. En fonction des symptômes, en fonction de la localisation pour le coup de lésion, puisqu'on peut en déterminer a priori c'est ça. Voilà, des localisations. Donc, Et oui, je vais pas prendre les mêmes, je vais pas faire les mêmes séances si la personne me parle de douleurs neuropathiques, de douleurs thoraciques. Voilà, je vais pas partir sur les mêmes exercices. Donc forcément, cet entretien, il est important. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je fais dans les cours collectifs. Même si j'ai pas forcément le temps de faire une anamnèse de chaque personne, parce que c'est pas possible, mais je fais en tout cas un petit balayage à chaque fois pour savoir comment est-ce que ça va, est-ce qu'il y a des douleurs aujourd'hui. En fait, je fais l'échelle d'auto-évaluation que je propose dans le e-book avant chaque cours. Et tu le fais à la fin aussi ? Alors non, j'avoue que je le fais pas forcément à la fin. C'est vrai que je fais pas forcément de feedback à la fin parce alors pour la simple et bonne raison que je termine toujours les séances par de la relaxation et que souvent elles sont en PLS. Elles sont plus là. Enfin dans le bon sens. Dans un état de conscience. Elles sont complètement à l'ouest. Donc voilà, le feedback, on va dire que je le vois dans leur. Le corps ne ment pas. Ouais, c'est ça. Tu le vois corporellement, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une élève qui m'a fait un super dessin il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois même, qui m'a fait un super dessin de elle en position allongée sur le sol avec des cœurs au-dessus, des fleurs, des trucs comme ça, et qu'elle me disait voilà comment je me sens après une séance en dos et mouvement. Ouais, donc une image parle mieux que des mots. Voilà, ça c'est un feedback, ça. Et ok, génial. Oui, c'est vrai que je te posais la question parce que moi, c'est vrai que je te parlais beaucoup de la proprioception, finalement, que avant les séances d'amortissement, je fais tester un peu et ça, où il se trouve, voilà, la tendance, et après la séance. Et ça permet vraiment, en fait, d'intégrer une prise de conscience. Oui, vrai. Oui, il y a quelque chose qui a bougé en moi, en fait. C'est vrai. Mais je comprends tout à fait qu'à la fin d'une séance, quand tu es vraiment dans un état de conscience, si tu retombes un peu dans la faut que je réfléchisse où je suis. Non, j'ai pas envie, j'ai envie juste de profiter de mon état. C'est ça. C'est vrai que pour le coup, tu vois, c'est quelque chose que je pourrais peut-être plus intégrer parce que le feedback, c'est quand même hyper intéressant de faire des feedbacks à la fin des séances. Je le fais sur les séances de LDOA, qui est une méthode à laquelle je me suis formée au Canada, et notamment par rapport à la proprio. Mais les séances de pilates aussi, souvent, on le fait, le avant-après. Et là, c'est vrai que c'est spécial, les séances en dos et mouvement. On est vraiment sur de l'intuitif, on est vraiment sur un côté... justement, je ne veux pas qu'elles réfléchissent de trop. Parce qu'elles mentalisent déjà tellement leur maladie que là, au contraire, j'aurais plutôt besoin qu'elles mettent leur cerveau de côté. Ok, super. Ouais.
c'est intéressant pour moi aussi, du coup, un peu de réfléchir à quel moment ça peut être inapproprié finalement de faire ça, parce que, enfin, moi en tout cas, moins bénéfique pour l'effet post-séance de je profite de mon état. Oui. C'est un peu ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas... En fait, tout est hyper intéressant parce que, tu vois, là, dans les séances de moxibustion, pour le coup, c'est hyper cohérent de faire le avant-après. Ouais, et ça permet souvent, d'une part, en fait, ça met vraiment confiance la personne sur « Ah ouais, il s'est passé quelque chose en moi, en fait ». Donc, il y a aussi des tests de mobilité, souvent, que je fais avant-après. D'accord. Des tests de mouvement, alors ça peut être des stretch, ça peut être du sautail, donc mouvements de rééquilibrage articulaire et musculaire qui sont à la fois des mouvements de test et de rééquilibrage, si vraiment moi j'applique une contre-pression pendant le mouvement, par exemple. Et en effet, souvent, j'ai même pas besoin de faire l'équilibrage puisque la moxibustion était suffisante. Ben oui. Et en effet, au niveau neuronal, j'ai l'impression qu'aussi ça permet, quand la personne revient dans son corps et « Ah oui, réalise, ah ouais, je vais mieux qu'avant », ça permet d'entretenir cet effet un peu plus longtemps dans le temps que s'il n'y avait pas eu juste cette je reviens dans mon corps, je teste, ah oui, tu vois, s'il n'y avait pas eu ça, comme si ça durait moins longtemps l'effet en fait. Oui, oui, je vois. Quelque chose de cet ordre-là qui s'ancre en fait dans le corps. Ok. Et alors, je vais revenir peut-être un peu sur ma trame, vérifier si j'ai des choses. Est-ce qu'on est parti dans tous les sens ou pas? Ouais. Normalement, la vidéo aurait dû durer 3 heures. Parce que c'est ça. En fait, je ne l'ai pas mis à temps. J'aurais dû le lancer beaucoup plus tôt. Ouais, parler donc déjà des coordonnées en fait. Où les gens peuvent te trouver sur Internet. Et oui. Donc, tu as un site qui est. Alors, c'est ton prénom, non? Oui, laurianemartini.com. laurianemartini.com. Tu es aussi présente sur Facebook et Instagram. Et tu as aussi une chaîne YouTube, j'ai vu. Ah oui. Oui. Qui est moins active, du coup, peut-être. Oui. Ok. Et la newsletter. En tout cas, je mettrai tout ça en lien. Je pense. Ouais, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est les mouvements primaires en fait. Parce que ça me branchait vraiment bien. Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu intègres aussi donc, dans les séances, même si c'est pas formalisé, on va faire des mouvements primaires. Ah ouais. Si je commence à leur dire, ouais, on va faire. Alors, je l'ai fait pour mes cours à moi de Pilates, Eldoa, parce que j'ai quand même des élèves qui veulent savoir ce qu'elles font, donc elles aiment bien savoir. Et quand on leur dit c'est de l'intégration motrice primordiale, elles sont super contentes. Voilà, on a le nom, on a un peu d'où ça vient en fait à quelque part. C'est ça, exactement. Mais là, non, ça sert à rien. Enfin, c'est pas qu'elles veulent pas savoir ce qu'elles font, c'est qu'on est vraiment sur autre chose. Ouais. Et moi, ça me plaît. C'est vraiment, on est justement, on mentalise pas. Et tous ces exercices de mouvements intuitifs, de mouvements, on parlait d'idoportal sur le côté animal. Alors, je leur ai fait, j'ai dû leur faire 1 ou 2 fois des animal flow, des mouvements animaux au sol, mais ça reste petit quand même. Pour les femmes atteintes d'endométriose, en tout cas, c'est pas quelque chose que tu utilises de manière dominante dans tes accompagnements. On est plus sur de la mobilité, on est vraiment sur justement des intégrations motrices primordiales parce que pour moi, c'est vraiment des exercices qui sont top, qui sont juste la base, en fait, la base de ce que tout le monde devrait savoir faire. Ramper, marcher à 4 pattes, se rouler, sauter, même si on ne fait pas de saut non plus, mais on va dire musculairement ce qui pourrait amener à, en tout cas, sauter, développer les articulations dans ce sens-là, nager aussi, escalader, enfin voilà, des mouvements qui vont dans le sens où on développe ces articulations comme ça. Okay. Voilà, et musculairement
Et puis voilà, c'est des mouvements. Le mouvement, moi je trouve ça tellement génial en fait d'intégrer le mouvement parce que tu viens travailler sur toutes tes chaînes myofasciales, tu viens travailler de façon globale, de façon complète en fait. Même s'il y a un symptôme finalement, je veux dire, ça t'arrive quand même de cibler, tu vois, je veux dire, s'il y a, par exemple, ces douleurs thoraciques où tu vas venir quand même, j'imagine toi, cibler un peu le diaphragme, cibler certains muscles en particulier. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même une dimension de mouvement global. Ah oui, toujours. En plus de je cible finalement la douleur. Oui. Alors, c'est mon approche. Ouais. C'est-à-dire que justement, mon approche, elle est holistique. Ça parle pas toujours holistique, donc c'est global. C'est une approche vraiment globale où j'intègre tout. J'intègre l'aspect émotionnel, j'intègre l'aspect physique, l'aspect psychologique. Et voilà. Et dans tout ça, faire en sorte de travailler autour d'un corps qui interagit en fait, qui est à la fois dépendant et indépendant, qui est en interconnexion. Et pour ça, justement, je trouve que parler du fascia, c'est super intéressant parce que le fascia, c'est pour ça que je fais exprès de dire le fascia d'ailleurs, le fascia, c'est une énorme toile d'araignée dans le corps qui est interconnectée et en même temps qui est en continu, qui ne s'arrête jamais, qui est à l'infini. Mais on dit les fascias parce qu'il y a les fascias superficiels, les fascias profonds, les fascias latéraux, antérieurs, supérieurs et tout, mais c'est un et même. C'est un système en fait. Voilà, c'est le système facial. Et je trouve ça c'est tellement ouf, franchement. Notre corps, c'est juste un truc de... Enfin, moi, je suis impressionnée de voir ce que le corps peut faire. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas pour rien en fait que je travaille comme ça, c'est que je me suis rendu compte, endométriose ou pas endométriose, parce que je travaille aussi avec des personnes âgées, et les personnes âgées, pour certaines, ont des gros problèmes de mobilité, et qu'en fait, pour certaines, elles ont des blocages à un endroit, mais ça va pas forcément venir de cet endroit-là, ça va venir de beaucoup plus loin, à un autre endroit qui est bloqué. Une relation faciale distale. Exactement. Et c'est super intéressant parce que quand on commence à travailler comme ça, déjà, on travaille beaucoup moins en force. Déjà. On ne va pas s'acharner en fait sur un truc. Voilà, on ne va pas chercher à forcément, si une personne a mal aux lombaires, à rester sur les lombaires. On va dire, ok, voilà, on a pris en compte l'information. Maintenant, on va essayer de prendre en compte le tout, quoi. Ouais, génial. Mais c'est ouf, quoi. Génial. Du coup, ça me parle beaucoup parce qu'en effet, en moxibustion, pour le coup, ce qui se passe, enfin, en tout cas, dans l'approche que j'ai privilégiée pour l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose, je travaille surtout la posture et la libération des structures où se situent a priori, je dis bien a priori parce que c'est pas toujours systématique, mais les lésions en fonction des symptômes. On peut faire un lien, en fait, on peut établir un lien souvent, voilà, épaule droite, diaphragme. Cystite à répétition, douleur de la vessie, on va venir autour de la vessie, parce qu'il y a des lésions peut-être sur la paroi vésicale. Et en fait, en libérant la structure autour, ça amène souvent un peu de soulagement, mais on s'aperçoit qu'il faut aussi travailler des structures distales, des fois, pour avoir une action. Et donc là, on rentre dans tous ces liens fabuleux de médecine chinoise avec des approches comme les approches taoïstes, où le corps est découpé en 3 parties, puis on peut redécouper les 3 parties en 3 sous-parties. Et on s'aperçoit que la partie ciel, par exemple, du corps, donc peut être la tête, du coup, ici, est redivisée en 3, et que la partie supérieure de cette partie-là est reliée à la partie supérieure des jambes. Ah oui, d'accord, ok. Donc, excellent. C'est fabuleux, et c'est juste pour apporter ce complément, en fait. On s'aperçoit vraiment aujourd'hui que les points d'acupuncture, ils se trouvent souvent ni plus ni moins qu'au croisement de trames faciales, en fait, et que les points d'acupuncture se trouvent être, sur le plan énergétique, en fait, matérialisés par les fascias. Ouais. Ah oui, mais complètement. Et liés, donc ça, c'est fabuleux. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit une cartographie des méridiens et quand on connaît un peu les fascias,
on voit que c'est relié, quoi. C'est formidable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que sur la fascia, enfin, moi j'avais appris ça avec un kiné, alors je ne sais pas si c'est utilisé comme terme en fasciathérapie, mais il y a ce qu'on appelle les trigger points. Et les trigger points, c'est justement ces petits points nerveux qui font des petits nœuds et qu'on va venir justement dénouer, ouais, voilà, j'allais dire détendre, mais dénouer pour permettre un relâchement sur les fascias. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que quand on sait ça, souvent les trigger points se font à des endroits bien particuliers aussi. Souvent c'est aux mêmes endroits. Ouais, ça revient, il y a des redondances. C'est ça. Ouais. Et voilà, en fait, c'est en total, c'est en mouvement. Voilà, on revient toujours quand même sur le mouvement. Tout ça est en mouvement permanent et tout ça évolue en permanence. Et en même temps, tu vois, tu m'as fait connaître, je ne connaissais pas Georges Hébert et je vais de ce pas me rattraper parce que honte à moi, shame on me. Mais effectivement, ce que tu évoquais par rapport à l'hébertisme, c'est ni plus ni moins des choses qu'aujourd'hui on réintègre. Oui. On revient en fait à des choses basiques. Oui. Les intégrations motrices primordiales, c'est ni plus ni moins des choses qui viennent de réflexes archaïques et les patrons moteurs. On revient en fait à un état beaucoup plus intuitif. Ouais. On revient en fait à notre essence. Ouais, duquel on est déconnecté par les choix de vie en fait qu'on a fait et de déconnexion avec la nature. Et là, je peux en parler parce qu'en marchant finalement dans la nature, on reprend un rythme, ne serait-ce que le fait de se coucher quand il fait nuit et de se lever quand il fait jour en fait déjà. C'est réintégrer pour moi en fait, refaire partie d'un système naturel et donc forcément mon corps est plus en harmonie parce que mon cycle diurne ou d'action, enfin voilà, la journée ou la nuit, et se rééquilibre. Là. Oui. Et donc je pense en effet que les mouvements naturels, on revient vers ça parce qu'on est un peu allé à un extrême dans l'autre sens, de sédentarité, parce que tu m'en parlais. Voilà. Oui, ça, la aussi, sédentarité... La sédentarité, c'est un fléau, ça fait partie des causes de nombreuses maladies et de nombreuses causes de décès. Parce qu'en fait, si on part de la sédentarité, ça amène à des conséquences derrière qui sont ultra néfastes et qui peuvent amener jusqu'à la mortalité, en fait, avec des enchaînements de maladies, d'états de dépression, d'états de dépression, de burn-out, de choses comme ça. Voilà, la sédentarité, c'est la maladie du 20e siècle, 21e siècle, quoi. Enfin, voilà, ces dernières années. Alors que avant, nos grands-parents marchaient. 2 générations avant, du coup, on peut dire. À l'époque de ma grand-mère, les grands-parents marchaient 6 km par jour, en moyenne. Donc en moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui marchaient aujourd'hui, on est à moins d'1 kilomètre par jour. Alors je parle pas de toi, hein. Toi t'es hors moyenne. Mais enfin voilà quoi. Il y a un problème. Moi, je sais que là, en ce moment, je suis dans mon apprentissage de la conduite. Je le fais un peu à contre-cœur parce que moi, je sais que j'adore prendre mon vélo. Moi, j'adore marcher, j'adore prendre mon vélo. Voilà. Et quitte à perdre, entre parenthèses, perdre du temps. Pour moi, c'est pas du temps de perdu. C'est juste aller plus doucement, en fait. Ouais, plus doucement. Mais j'aimerais que le monde aille plus doucement. En vrai. Ouais. Tout va trop vite. Clairement. Mais moi, par rapport au trajet,
pour le vivre. Et toi, en fait. Toi tu dois complètement être dedans. Là, pour le vivre, en fait, là, la lenteur imposée par le fait qu'il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus d'objets qui nous permet Enfin, à part là, à Toulouse, quand même, je prends le métro des fois, pour aller à la rencontre de certaines personnes, des fois c'est un peu à l'opposé. Mais ça... En fait, moi je trouve vraiment qu'il y a une notion de plaisir qui est retrouvée. Oui. Je fais un trajet, mais c'est un moment plaisir. Oui. Alors qu'en voiture, pour avoir du plaisir... Il faut vraiment être dans un état de conscience, ok, je médite en conduisant, tu vois, parce que sinon, c'est souvent juste un moyen d'arriver à un objectif. Oui, la voiture, alors que le vélo ou à pied, et c'est encore plus présent pour moi à pied, le trajet en lui-même n'est plus juste un moyen d'arriver à quelque part, mais devient comment dire, en soi, l'objectif, c'est de cheminer. Oui. Et donc, on est en pleine conscience, on est dans l'instant présent. D'où les chemins de Compostelle et tous les pèlerinages à pied qui se sont faits depuis des siècles. Ouais. En fait, finalement. Ouais, tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup faire le chemin de Compostelle. Tu en parlais. J'adorerais pouvoir le faire. C'est vrai que c'est hyper apaisant en fait de marcher. Ouais, c'est s'accorder, un retour à soi, un retour et au-delà de soi, un retour à qui on est au-delà de soi en fait. Ouais. Ça pose cette question aussi en fait. Ouais. Il y a le cheminement intérieur qui se fait, le développement spirituel, et on s'aperçoit vraiment que la nature tout autour de nous en fait, c'est nous, clairement. En fait. Oui. On est là grâce à elle et donc du coup, on a dévié un peu. Mais ceci dit, pour revenir au sujet, tu vois, je suis en train de penser que là, on parle de marche et donc de mouvement et de tout ce qui est technique intégrative. Mais la marche, justement, pour l'endométriose, c'est quelque chose de très bon. Parce que justement, tu fais circuler tout ton corps et tu permets justement à la douleur un petit peu de s'amenuiser, de s'amoindrir. En fait, le gros souci dans les cas de douleurs fortes d'endométriose, alors ce que je dis n'est pas une généralité et il ne faut pas le prendre pour une vérité parce que, encore une fois, il y a... toutes les endométrioses sont différentes et on se rend compte que chaque femme a une endométriose qui est vraiment propre à elle pour le coup. Donc voilà. Mais en règle générale, quand on a mal, alors c'est que ce soit endométriose ou pas d'ailleurs, mais bon là c'est dans le cadre de l'endométriose, on a plutôt envie de se plier en deux et pas bouger. On n'a pas, on se dit si je bouge, je meurs. C'est un peu gros ce que je dis, mais je pense que je suis pas loin de... En tout cas, les douleurs moi que j'avais vécues, c'était ça. C'était je bouge, je meurs. Sauf qu'en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, si c'était faux? Et si je bougeais et que finalement, je redonnais de la vie à mon corps? Et c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu des douleurs, j'ai commencé à bouger, mais doucement. C'est-à-dire que quand je dis bouger, je me mets au sol, sur les genoux, et je bouge juste mon bassin, ou je me mets sur le dos, juste sur le dos, parce que impossible de faire autre chose, et je commence à bouger un petit peu mon bassin, ou juste à respirer, c'est un mouvement en soi, la respiration, ou juste à m'étirer un petit peu, voilà, peut-être rien de plus. Mais déjà, rien que ça, ça fait que la douleur, elle reste plus là. Elle commence à... se déplacer, à se déplacer, mais pas à se généraliser, mais vraiment à justement à se détendre un peu. Et voilà, c'est aussi ça qui m'a fait me dire que si ça marche sur moi, peut-être que ça peut marcher sur d'autres. Et tu l'as vérifié après? Je l'ai vérifié. Du coup, et aujourd'hui, je peux le constater. Et ce que tu dis, c'est très important du coup, parce que ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai compris grâce à une amie qui m'a parlé de Cathy Bowman, et de vraiment faire la différence entre mouvement et exercice. Parce que ce que tu viens de dire là, finalement, on se dit, mais en fait, ça fait rien. C'est pas une session d'exercice.
Ouais. Mais finalement, à répéter X fois dans la journée, c'est peut-être bien plus efficace en fait qu'une session d'exercice de 30 minutes, 1 heure que tu vas faire dans ta journée. Et après, tout le reste, finalement, tu es assis. C'est ça. Donc, exactement. Et en fait, c'est exactement ça. Ils en parlent d'ailleurs dans Intégration motrice primordiale, dans le livre de Tim Anderson, Réinitialisez-vous. Il parle de 5 mouvements primaires. Et en fait, ces 5 mouvements, les faire chacun pendant entre 30 secondes et 1 minute 30. Pas plus. Okay. Donc en gros, tu peux choisir d'avoir une routine de 5 minutes que tu fais 1 fois, 2 fois ou 3 fois par jour. Et en fait, juste ça, ça peut... je ne vais pas dire que ça va te sauver la vie, mais vraiment concrètement, ça va déjà améliorer beaucoup de choses. Et moi, je le vois de toute façon, alors sur moi, puisque notre meilleur exemple, c'est que ça reste quand même nous-mêmes. Moi, je le vois si je ne fais pas de mouvement dans la journée, quel qu'il soit. C'est rare, mais si je ne fais pas de mouvement dans la journée, je vais vite sentir la rigidité ou le côté je me sens pas bien. Ouais, c'est pas installé dans le corps encore, parce que c'est qu'une journée. Voilà. Mais il y a quand même une sensation. Ouais. En fait. Et donc, résultat, je vais faire peut-être juste des petits mouvements, juste des mouvements assis ou des mouvements allongés, et ça va me suffire. Et c'est OK, en fait. Il y a des jours où on n'a pas envie de faire de séances de sport, d'exercice, justement. Et le mouvement, ça permet de maintenir une forme de régularité, en fait. Et justement, j'ai un de mes clients comme ça, que je suis depuis 2 ans à domicile. Alors lui, il n'a pas d'endométriose, hein, c'est un homme. Ceci dit, on commence à avoir des cas d'endométriose chez des hommes. Ouais, traités par des hormones, notamment, je crois. Ouais, exactement. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais... c'est chaud quand même. Donc lui, bon, c'est quelqu'un qui a 80 ans, avait des gros problèmes de dos, lombalgie chronique, enfin voilà, manque de mobilité énorme et surtout très kinésiophobe, peur du mouvement. D'accord. Peur du mouvement énorme. Et en fait, on y a été petit à petit, on y a été par de la mobilité, par du mouvement. Et alors après, séance d'exercice, voilà, des choses assez classiques, mais toujours, j'intègre du mouvement, toujours. Et en fait, c'est justement en intégrant du mouvement et lui, en l'invitant à faire des séances de 5 minutes, 2 à 3 fois par jour. Je lui ai donné une posologie. Je lui ai dit une petite séance, même pas 5 minutes, 2-3 minutes. Et là, je lui ai fait récemment un programme, parce qu'il me l'a demandé de lui-même. Il m'a dit, j'aimerais bien avoir un petit programme de 5 minutes. Voilà. Ça aide. Ça le met en confiance, exactement. Puis c'est normal, c'est pas leur métier, ils savent pas forcément, ils retiennent pas. Je veux dire, c'est normal. Donc je lui ai fait et vraiment, son état s'est amélioré. Mais même moi, je suis hyper étonnée dans le bon sens. J'ai vu des améliorations assez phénoménales, quoi. Parce qu'il avait intégré le fait de bouger tous les jours. Ouais. Et que c'est la régularité, finalement, qui permet ça aussi. Il n'y a pas besoin de faire de séances de sport, de se cramer. Si les gens veulent se cramer, les gens se crament. Ils font comme ils veulent. Après, ça, c'est leur problème. Mais dans le cadre justement de l'endométriose, faut plutôt aller rechercher du mouvement et des petites séances. Des petites séances, ça peut être des séances de 1 minute, de 2 minutes, mais de la régularité. Ça, j'avoue que pour le moment, je n'ai pas encore réussi à le faire intégrer par mes élèves. Ouais, on est encore sur le modèle où c'est vrai que c'est plus facile parce qu'il on est plusieurs en même temps, il y a une session, c'est guidé. Ah bah oui. Aussi. C'est ça, que quand exactement. C'est pas guidé, si tu n'as pas fait le programme, ah bah ouais. Ok, mais je fais quoi? Et puis, déjà, si je dois me poser la question, qu'est-ce que je fais?
Alors non, je ne vais pas passer à l'action, parce que c'est un effort en plus. Oui, mais c'est ça. Mais c'est justement pour ça que dans le e-book, nous, on a voulu un peu leur rendre la tâche facile, en leur disant, bon, bah voilà, avec ton échelle d'auto-évaluation, aujourd'hui, tu sais que tu as tel niveau de douleur physique, tel niveau de forme morale, bon, bah tu vas choisir les exercices dans chaque partie. Mais je pense que c'est pas assez encore. C'est pour ça que dans la prochaine version du livre, ça tu vas faire voilà, parce qu'on va papier. Version papier du e-book, donc livre. Là, on va intégrer des routines. Parce que ça fait partie des constats qu'on s'est fait. C'est qu'il y avait besoin justement, un accompagnement. Ouais. Voilà. Super. Donc, on propose des routines de 5 minutes. Et après, j'espère que derrière, ça suivra, quoi. Ouais, on verra. Et puis après, en effet, s'il faut aller plus loin, voilà, il y a quand même besoin d'un accompagnement à un moment donné. En tout cas, c'est bien, je pense, pour désamorcer les états de crise. Oui. Et l'e-book, hein, j'entends, les livres ou les trucs un peu où on n'est pas en contact direct avec la personne qui propose ça, en fait. Comme moi, je propose par exemple des cataplasmes d'argile ou d'huile de ricin. Donc c'est bien pour désamorcer en fait les états de crise ou de douleur. Mais en effet, si on veut aller plus loin et travailler une libération des tissus plus profonde, à un moment donné, en effet, l'accompagnement devient nécessaire. Ouais, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on dit avec Claire, c'est que on est des accompagnantes, mais avec cette volonté de rendre les personnes qu'on accompagne autonomes. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les rend autonomes, qu'elles n'auront plus besoin de nous. Nous, on est là pour elles. C'est juste qu'on a envie... En fait, je vais prendre un exemple d'un ostéopathe. Un ostéopathe, un bon ostéopathe, lui, son but, c'est pas de revoir la personne toutes les 2 semaines. Quand tu vas voir un ostéopathe, alors souvent c'est parce que tu t'es bloqué quelque chose, c'est rarement parce que ça va bien, malheureusement, parce qu'on n'a pas cette intégration préventive dans nos têtes. Mais l'ostéopathe, lui, son but, ça va pas de te reprendre un rendez-vous dans 2 semaines. Lui, si tu le revois une fois par an ou 2 fois par an pour un suivi, c'est cool. Voilà. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça en fait. C'est justement, c'est que la personne, elle puisse être autonome. Alors après, nous, on n'est pas des ostéos, on fait des programmes, des suivis sur plusieurs mois, plusieurs semaines en fonction du besoin. Mais on a forcément envie que derrière, la personne, elle se prenne aussi en main pour que ce soit quelque chose de complet, quoi. Ouais, la responsabilité, se responsabiliser dans sa santé, en fait. Ouais, c'est un engagement. C'est un engagement et je pense que justement, l'engagement, il est important. Surtout pour ta guérison. Ouais. Tu vois, c'est vraiment important que... Alors, je sais que c'est difficile, peut-être que certaines vont l'entendre avec une oreille à moitié fermée. Je sais que c'est difficile de parler d'engagement envers sa guérison quand on souffre tous les jours et parce que derrière, il y a une fatigue chronique qui s'installe. Il y a un ras-le-bol, il y a une forme de désespoir de ne pas sortir d'un cercle qui n'est pas vertueux, justement. Mais justement, le fait de s'engager dans sa guérison, ça va amener à s'auto-responsabiliser et derrière, ça va aussi amener à plus de conscience. Donc derrière, ça va ouvrir le cercle, quoi. C'est ça, c'est-à-dire l'idée, en effet, c'est de déterminer... je crois que c'est Viktor Frankl qui parle de ça de manière magnifique, un peu déterminer les zones où on a du pouvoir d'action et les zones où finalement les choses qui nous arrivent sur lesquelles on n'a aucune possibilité de changer finalement. Ouais. Ça, on est forcé de l'accepter et des fois, en effet, dans notre vie, il se présente des choses comme ça. Et d'un autre côté, il y a des choses qu'on peut changer par contre. Et donc, c'est avoir le discernement de faire la différence entre les deux et de s'engager parce qu'il y a toujours, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation,
quelque chose qu'on peut changer, ne serait-ce que notre état d'esprit en fait. Mais oui, on a un outil de fou qui est le cerveau. Et l'hypnose, forcément. En fait, voilà, c'est une des raisons. Transition. C'est une des raisons qui fait que je me suis dirigée vers l'hypnose, mais pas n'importe quelle hypnose, parce que j'ai été très, très, très réticente à l'hypnose pendant des années. J'étais pas du tout réceptive à la méthode ericksonienne, tout ce qui est hypnose transcendantale, transhumaniste, ça me parle pas. C'est trop compliqué. Et il s'avère que j'ai rencontré Camille Griselin, qui est la créatrice de la méthode Sagesse. Enfin, je l'ai rencontrée. J'ai d'abord rencontré sa chaîne et ses séances d'hypnose sur YouTube, et j'ai trouvé ça très spécial. Elle racontait des histoires. Je me suis dit, mais c'est ouf quand même. Elle raconte des histoires. C'est pas commun, quoi. C'est une histoire comme tu racontes une histoire à un enfant avant qu'il aille dormir, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est des contes. Et résultat, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser à cette méthode-là, et en même temps, je me suis intéressée aux neurosciences, à comment fonctionnait le cerveau, aux états modifiés de conscience, aux rêves, voilà. Et je me suis dit, finalement, comme je suis dans une approche globale, c'est plutôt cohérent de travailler sur le cerveau, quoi. Donc, je me suis formée avec elle. Et j'aime beaucoup cette méthode parce que justement, elle est bienveillante. Elle n'est pas du tout dans les injonctions. Ouais. Elle est très suggestive. Et elle est à la fois très douce et hyper puissante. Et on n'est pas dans une mise en transe où tu vas te dissocier de ton corps, quoi. Enfin, on n'est pas dans un truc justement dangereux, on n'est pas dans quelque chose de trop, comment dire, qui pourrait faire peur. Ouais, qui perd un peu racine. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est plus trop dans le... Ouais. Voilà, là on est dans quelque chose de rationnel, mais en même temps, on va parler à l'inconscient. Donc moi je trouve ça super cool, et puis moi le fait de raconter des histoires, moi ça me fait kiffer. C'est juste, tu racontes des histoires aux gens, quoi, c'est trop bien. Et puis en fait tu vois les effets, quoi. En fait tu vois, voilà, tu vois les effets. Alors forcément il y a des personnes qui sont plus réactives que d'autres, mais c'est pas une recette magique en fait, c'est juste une forme de reprogrammation du cerveau. Alors quand on dit reprogrammation, pareil, ça fait un peu peur parce qu'on se dit qu'on va envoyer des messages à ton cerveau et que tu vas te transformer en cochon. Voilà, ça fait exactement. Penser, ouais. Ça fait un peu manipulation. Mais en fait, justement, là, on n'est pas du tout dans la manipulation, on est dans l'autosuggestion. Donc en fait, nous en fait, on ne fait rien si ton cerveau il veut pas. Hein. Si ton cerveau ne veut pas se mettre en hypnose, il ne se mettra pas en hypnose. Tu proposes quelque chose. Voilà, on propose, et le cerveau, il prend. L'inconscient, il prend ou pas. Et d'ailleurs, il prend les messages ou pas. Nous, en fait, on est juste un vecteur, on est juste un outil, et c'est tout. Et je trouve ça cool. Génial. Et donc, résultat, on vient... à partir de là, voilà, là, je trouve qu'on a un peu fait la globalité de cerveau, corps, et donc, résultat, derrière, émotions, qui vont pouvoir... Qui fait un travail global. Ouais. Holistique. C'est ça. Ok, super, très complet. On a fait un bon tour d'horizon. Je crois, Lauriane. Tu vas avoir du boulot. Merci beaucoup à toi. Je vais pas faire trop de montage. Hein. Je vais juste couper la petite partie. Bon, alors, pardon pour les explications. J'espère que ce sera pas trop lourd. Non, franchement, je pense que ça va plaire, vraiment. Puis je préfère que ce soit spontané, moi. Enfin, voilà, pas de coupure. Au moins, le discours est authentique. Voilà. Et donc je vais mettre tous les petits liens, et puis je vais t'envoyer aussi la vidéo si jamais tu veux la mettre sur avec plaisir. Tes réseaux, tes chaînes, voilà, aussi.
Et voilà. Et Merci. on se dit du coup au 15 parce qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci à toi Lauriane. Merci Gaëtan. Merci à vous.